Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Communication VR et Industrie 4.0. C'est aujourd'hui, donc du coup à mon domicile, faute de confinement. Comme vous pouvez nous retrouver tous les mardis pour un séminaire lié à l'ouverture d'une franchise dans le marketing digital et notamment la visite virtuelle et la VR. Et vous pouvez nous retrouver donc tous les jeudis pour une thématique liée à la communication digitale actuelle, communication de crise, avec des nouvelles astuces pour réussir à sortir du lot par rapport à cette situation assez exceptionnelle. Donc aujourd'hui, on va parler principalement d'industrie, industrie 4.0, on va parler de réalité virtuelle, de visite virtuelle, et on va parler de tous les leviers qui effectivement permettent de ne pas affronter une crise telle qu'on l'affronte aujourd'hui, d'éviter certains contacts, de permettre d'emmener un lieu à vos prospects, à vos clients, à vos collaborateurs. On va parler de ces éléments-là. La présentation, globalement, elle est montée à partir de différentes questions qu'on a pu avoir, soit avec des clients, soit avec des prospects et différents échanges récents. Nous donnons cette présentation à ceux qui le souhaitent à la fin avec plusieurs notes qu'on aura rajoutées au fur et à mesure de l'échange. Donc ça sera un document complet auquel vous pourrez avoir accès. Il suffit pour ça de commenter le live ou alors directement de faire un email. Vous avez dû recevoir la newsletter qui vous a permis de ce webinaire. Les webinaires, on les veut interactifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là, on répond à ces questions et c'est justement l'objectif, c'est de pouvoir répondre en temps réel à toutes vos questions. Alors, pour commencer assez simplement, qui sommes-nous? Le groupe VIP 360, c'est une agence digitale basée essentiellement sur des produits immersifs. Produits immersifs, ça veut dire réalité virtuelle, ça veut dire visite virtuelle, ou visite 360, visite 3D, etc. On est spécialisé dans ces produits-là et de plus en plus, nos clients nous demandent d'élargir un petit peu notre gamme de produits puisqu'on les accompagne globalement dans la transformation digitale de leur marque, de leur industrie, de leur usine, de leur business. Le groupe VP 360, c'est une quarantaine de zones, France, Suisse et Dom-Tom, couvertes par nos experts. C'est un certain nombre de collaborateurs, une dizaine de collaborateurs à Sophia Antipolis, où est notre siège social, et un deuxième lieu que nous affectionnons particulièrement qui est Paris, puisqu'on a une grande partie de nos gros clients qui sont sur Paris. Kevin Soler, donc CEO du groupe VIP 360, ancien directeur marketing de chez Google Sydney Australie, où je m'occupais principalement de la partie SEO, donc référencement naturel pour des comptes clés, Mercedes, Toys R Us, Booking, etc. Alors pour commencer très simplement, on nous a posé une question assez classique, comment continuer mon activité durant la crise? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme leviers digitaux pour que mon activité perdure? Alors je vais scinder cette question en plusieurs aspects. Pendant la crise, il faut savoir une chose, il ne faut pas arrêter de communiquer. Il y a des méthodes de communication qu'on va respecter, mais il ne faut surtout pas arrêter de communiquer. Pour quelle raison? Parce que, 1. La communication globale, c'est un travail de longue haleine. On parle de Search Engine Optimization, SEO, le référencement naturel, c'est-à-dire votre positionnement dans Google grâce à des actions continues, où on ne paye pas forcément. Et ce SEO, c'est un travail de longue haleine. Et si vous arrêtez de communiquer durant, admettons, les 2 mois de confinement, votre référencement va se trouver impacté. Impacté parce que Google voit que votre site internet, vos différents réseaux sociaux, etc. ne reçoivent plus de contenu, mais aussi parce que vos concurrents, eux, continuent de produire du contenu, et donc on va créer un décalage, et ce décalage, il ne sera pas en votre faveur. C'est pour ça que le premier conseil qu'on donne, continuez de communiquer, expliquez que vous êtes encore là, montrez les actions caritatives que vous faites, expliquez que votre usine continue de produire, expliquez que vous livrez ou pas, mais qu'en tout cas vous préparez l'après-crise. Ça, c'est très important. Et pour ça, il y a différents leviers, différents canaux. On parle des réseaux sociaux, mais il y a la façon de communiquer. Et cette façon, elle est très importante et elle doit être en ce moment très transparente, très humaine. Et on doit garder cette proximité avec l'audience que l'on a et l'audience que l'on veut toucher. Donc ça, c'est très important. Donc, durant la crise, 1, je dois continuer de communiquer, c'est très important. Numéro 2, comment puis-je continuer mon activité? Je peux continuer grâce à différents aspects. Je peux continuer en apportant directement à mon prospect, à mon persona, je peux lui apporter des éléments. Je pense notamment à certains clients, si je cite notamment Rani avec lequel on travaille, qui est spécialisé dans la création de luminaires publics. On avait réalisé en amont une visite 360
de la chaîne de production pour qu'ils puissent continuer d'expliquer comment fonctionne leur chaîne de production, qu'elle est toujours en continuation d'activité, qu'elle va continuer de produire et qu'elle va préparer l'après. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, cette crise sanitaire, elle est due à différentes choses, et notamment au fait qu'on a amplifié le nombre de contacts humains, où parfois il n'y a pas forcément de nécessité absolue, et que très souvent, un grand nombre de marques ont sous-évalué l'importance du digital. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les marques, c'est le créneau principal et qu'elles ont tout investi dedans, mais la transformation digitale, elle n'est pas forcément, le virage n'est pas forcément pris par tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est très important de se poser ces bonnes questions. Si mon activité doit continuer de perdurer pendant une crise comme celle-ci, quels sont les outils dont j'ai besoin? Je dois pouvoir montrer que mon centre de production produit toujours, ou pas, mais en tout cas, je dois pouvoir continuer de valoriser mon centre de production. Je dois apporter des outils pour mes collaborateurs qui doivent être formés, puisque là, on parle de marketing, d'acquisition, mais on parle aussi de formation, c'est-à-dire que dans l'industrie, si j'ai des collaborateurs qui viennent d'arriver, comment je peux les former, sachant qu'ils seront peut-être en télétravail, peut-être qu'ils seront physiquement sur place, mais que l'effectif sera réduit, donc je dois les aider à être mieux formés, à mieux acquérir, à mieux retenir des informations sur cette formation. Donc ça, c'est important. Pour continuer son activité, on continue de communiquer, on le fait intelligemment, on continue de communiquer aussi en interne, c'est très important la transparence avec les collaborateurs, et surtout, on met en place des outils immersifs qui permettent de transmettre ce que l'on veut montrer à distance plutôt que de devoir faire venir des collaborateurs, du personnel, des personas, etc. La question suivante, à quel type d'industrie s'adressent les solutions visite 360, visite virtuelle, etc. Petit point de détail, il est important de rappeler, visite virtuelle, visite 360, visite 3D, visite immersive, c'est un synonyme. Ce sont des synonymes qui veulent dire exactement la même chose. Il y a souvent des abus de langage, donc on rajoute le mot 3D, on rajoute visite vidéo, etc. On ne sait pas vraiment. La vraie notion aujourd'hui, c'est visite virtuelle. C'est un élément, un lien qui permet de faire visiter un lieu. Donc là, pour le coup, une industrie, une chaîne de production, ou alors une boutique, ou alors un hôtel, ou encore une ville, à distance, via un ordinateur, smartphone ou tablette, et permettre de cliquer sur des points, des flèches qui nous permettent d'avancer dans le lieu en question. Donc on fait venir le lieu à soi et on ne va pas au lieu. Et avec différents points d'intérêt, de cliquer et d'avoir de l'information qui va nous être divulguée. Information très importante, puisqu'on parlait de continuer de communiquer. On a besoin, quand on va envoyer notre chaîne de production, que la personne qui la reçoive comprenne pourquoi on lui a envoyé, quels sont les éléments clés, qu'est-ce qui est important. Donc elle s'adresse grosso modo à tous les types d'industries. Si on en cite quelques-unes aujourd'hui qui sont nos clients principaux, on a de l'industrie métallurgique, on va avoir de l'industrie de transformation de fabrication, on va avoir de l'industrie automobile et on va avoir beaucoup d'industries pharmaceutiques. Il est vrai qu'on travaille beaucoup dans le cadre de l'industrie pharmaceutique avec des gros acteurs qui vont soit valoriser la production, soit former leurs collaborateurs, newcomers ou commerce actuel, enfin les salariés actuels, puisque la formation c'est quelque chose de continu. Donc encore une fois, ça s'adresse à tout le monde puisqu'on va avoir les deux branches, le marketing. On va toucher le marketing dans le cadre d'acquisition, d'outils de communication, internes ou externes. Je pense notamment à Toshiba qu'on accompagne sur de l'interne pour amener aux salariés l'évolution de leur métier par rapport à la digitalisation de leur usine. C'est-à-dire que la personne qui faisait un métier hier ne fera plus le même demain et on va l'emmener dans ce changement-là, on va lui montrer ce qui va se passer, on va l'aider, on va l'accompagner. Je pense à de la sécurité informatique sur laquelle on a créé des outils dans le cadre de certains labos médicaux. Et je pense encore une fois à des solutions plus standards d'acquisition où on a besoin d'outils quand on va commercialement devoir montrer sa chaîne de production. Soit en se déplaçant physiquement mais en emmenant l'usine avec nous, soit directement sur Internet. Réalité virtuelle, pour le point de détail, c'est les médias immersifs, donc visite virtuelle, visite 360, intégrés dans un casque de réalité virtuelle, lu dans ces fameux casques. C'est ce qui fait la différence. Sinon, ce sont exactement les mêmes supports. De la réalité virtuelle, techniquement, on peut la mettre sur un ordinateur et ça devient de la visite virtuelle. Le fait qu'on l'appelle réalité virtuelle, c'est simplement le fait qu'on la lise dans un casque. Donc ça, c'était important de le rappeler. D'ailleurs, effectivement, la question suivante qui est logique, réalité virtuelle, visite virtuelle, vidéo 360, digital learning, tous ces fameux mots-clés, je vais même pouvoir rajouter l'intelligence artificielle, on entend tout ça. Maintenant, par rapport à ces mots-clés-là, quelles sont les différences et qu'est-ce que je dois moi mettre en place en tant qu'industriel, qu'est-ce qui va m'aider?
Alors l'intelligence artificielle a certains aspects qu'on ne va pas forcément traiter aujourd'hui, qui sont l'automatisation de certaines tâches, la robotisation, etc. Ce n'est pas l'objectif de cette conférence, mais ça peut avoir du sens quand on veut vraiment automatiser certaines tâches. La réalité virtuelle, la visite virtuelle, comme je le disais, la seule différence c'est qu'une est lue dans un casque, l'autre est lue sur un ordinateur. Donc en général, quand on va déployer une solution de visite virtuelle, elle sera compatible en réalité virtuelle et inversement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on se rend compte en accompagnant, je pense notamment là pour le coup, non pas dans l'industrie, mais une marque dans l'immobilier, un promoteur immobilier qu'on accompagne, qui avait dans le cadre de la formation intégré cet outil-là et l'avait intégré uniquement en réalité virtuelle. Le problème, c'est que ces collaborateurs qui étaient formés n'étaient pas forcément en adéquation avec ce côté très technologique et étant donné que c'était des chefs de chantier, ce n'était pas forcément la bonne cible. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est redescendu, on a fait un outil un peu plus simple qui simplement fonctionnait sur tablette, sur ordinateur et sur téléphone. Donc dans l'histoire, qu'est-ce qu'on doit choisir? Si je veux avoir un outil vraiment différenciant que je vais montrer à distance, etc., je fais de la visite virtuelle. Si je veux aller un peu plus loin dans l'expérience, je peux rajouter le casque, ça veut dire que ça devient de la réalité virtuelle. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a un côté bien plus immersif, forcément, puisqu'on l'a et on a le casque sur la tête. Très souvent, la réalité virtuelle, actuellement, c'est soit pour un besoin ultra commercial, je vais en salon, je me déplace en Chine, je mets ça sur la tête du Chinois pour qu'il voit ma chaîne de production, ou alors sur de la formation, puisque ça permet de mieux retenir l'information, et on verra sur les chiffres que je vais citer juste après. Et après, on a effectivement la vidéo 360 qui revient souvent sur le tapis. Est-ce que je dois faire plutôt une vidéo 360, une visite virtuelle? Je ne sais pas trop. Alors, la vidéo 360, elle a des atouts et des inconvénients. Son principal atout, c'est le fait que tout soit en mouvement. C'est-à-dire qu'on est dans une vidéo standard, sauf que, à la différence d'une vidéo, c'est vous qui choisissez l'angle de vue, c'est vous qui choisissez ce que vous allez regarder. Et ça, c'est assez intéressant puisque ça nous permet de voir des éléments qu'on n'aurait pas pu forcément voir sur un shooting standard où on a un plan qui est droit, qui regarde devant nous. Là, c'est nous qui allons avoir le choix et c'est ce côté aussi immersif qui permet de nous montrer et de donner de l'intérêt à la cible. Ça, c'est son principal point positif. Maintenant, les points négatifs de la vidéo 360 aujourd'hui, c'est que ça nécessite une connexion qui est quand même assez solide puisque ce sont des supports très lourds. Ce qui veut dire que si demain, c'est un outil que vous voulez utiliser pour aller en salon, c'est un outil pour démarcher, c'est un outil marketing, pour peu que la personne qui le regarde n'ait pas une bonne connexion, l'expérience sera mauvaise. Et ça, c'est toujours le premier point où on dit attention, c'est très important de le prendre en compte. Le deuxième point, c'est que la qualité d'image, c'est toujours un ratio entre le temps de chargement, la qualité d'image, et donc du coup, vu que ça nécessite une grosse connexion, la qualité d'image en général, elle est un peu moins bonne que si on part sur une visite 360, puisque c'est de la photo. Et du coup, l'avantage de la photo, comparativement à la vidéo, c'est qu'on a plus de capacité de retouche d'image. Donc si on a une fuite au plafond, etc., on peut le retoucher beaucoup plus facilement que quand on travaille sur des vidéos. Et encore une fois, la vidéo a toutes ces contraintes de mise en place qui font que très souvent, on va préconiser plutôt de la visite 360. Et derrière, la question qu'on nous pose, c'est oui, mais j'ai des actions qui sont vivantes que j'aimerais quand même intégrer là-dedans. Comment je fais? Pour ça, c'est assez simple. Et là, je prends l'exemple de Toshiba. Et d'ailleurs, on vous l'intégrera en commentaire de ce webinaire. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. On a la capacité dans une visite 360 d'intégrer uniquement une partie de l'image qui va être mouvante en vidéo. Vraiment intégrée dans l'image. Je prends un exemple. Soit j'ai un collaborateur qui vient quand je rentre dans ma visite 360 et qui va me présenter l'expérience. Ça peut être intéressant, ça rajoute de l'intérêt, de l'attractivité. Soit je peux avoir une partie de ma chaîne de production qui va s'animer. C'est-à-dire que je vais avoir un bras mécanisé, on voit comment le bras fonctionne, etc. Et ça nous permet encore une fois d'attirer l'attention de l'utilisateur sur une action clé qu'on voudrait mettre en avant. Très important. En quelques chiffres, le taux de rétention moyen, donc le nombre d'informations en pourcentage que je vais retenir sur de la formation quand je vais avoir un module vidéo, photo ou standard, grosso modo, je vais être entre 10 et 20%. 10% pour la lecture, 20% pour la vidéo. Et quand je vais passer sur des outils visite virtuelle, réalité virtuelle, je vais être à 75 à 100%. Comment on l'explique? On l'explique assez facilement, puisqu'aujourd'hui, quand je vais lire du texte, il y a un côté d'intérêt déjà qui est moindre. C'est ça qui donne ce taux de rétention d'information moins élevé. Très souvent, on ne va même pas au bout du texte, donc c'est ce qui donne cette information-là. Ensuite, si je prends plutôt la partie vidéo, la comparaison 20% versus 75 à 100%, elle est du fait que dans la vidéo, ce n'est pas moi qui vais sélectionner ce que je vais voir. On a une notion push et pull.
Push, je vous envoie un contenu, vous le regardez, vous subissez l'information, vous n'avez pas d'autre choix que de regarder ce qu'on vous donne. Ou alors Pull, pour le coup pour la réalité virtuelle ou la visite virtuelle, c'est moi qui fais mon parcours, qui vais naviguer au sein de cette information-là. Donc le fait que ce soit de moi-même que je me déplace, que j'aille voir, que j'aille cliquer, etc., c'est ce qui fait que la rétention d'informations sera meilleure. Et ça, c'est très important. La rétention d'informations, c'est le point clé que vous devez analyser en termes de statistiques quand vous avez un module de formation. 41% des investissements industriels mondiaux sont dédiés à l'usine du futur. Et l'usine du futur, c'est quoi? C'est justement la capacité de digitaliser les process, mais aussi de digitaliser les formations ou encore de digitaliser la partie commerciale. Et la partie commerciale, c'est de montrer mon usine à distance, etc. Encore une fois, l'avantage de faire cette démarche, c'est que c'est vous qui contrôlez les éléments que vous allez mettre en avant, que vous allez donner, etc. Comparativement à une visite physique qui vous impose un respect de certaines règles de sécurité, etc. Le temps d'attention d'une solution 360 en moyenne par rapport à ce qu'on va mettre en place, et là je mets un bémol très important, il est lié à un point clé, toutes les informations que vous allez rajouter dans cette visite 360. Si c'est juste pour visiter un lieu, l'expérience n'est pas bonne, et en général la rétention d'informations, la conversion, donc un prospect qui se transformerait en client, ne sera pas bonne. Pour la simple et bonne raison que dans une visite virtuelle, il faut à chaque fois qu'elle soit agrémentée de contenu qui a de la valeur pour votre utilisateur. Pensez toujours que l'utilisateur final se pose des questions et que l'objectif de ces éléments-là, c'est de répondre à ces questions. Si on fait un parallèle très simple sur l'hôtellerie, quand vous allez réserver une chambre d'hôtel, chambre supérieure, chambre de luxe, tel que c'est présenté sur le site internet, j'ai 9 mètres carrés versus 18 mètres carrés ou 12 mètres carrés, un peignoir, des chaussons, est-ce que ça justifie l'écart de prix? Parfois, c'est compliqué de se rendre compte quand on a uniquement ça. Ce qu'on va faire, on va faire visiter les deux chambres différentes à distance en intégrant avec de l'information la prestation servicielle supplémentaire qu'on va avoir dans la chambre de rang supérieur, ce qui va permettre d'augmenter du coup le panier moyen du client. Ça, c'est l'une des astuces de ce qu'on va pouvoir mettre en place dans le cadre de l'hôtellerie. Parallèle très simple que vous avez forcément déjà expérimenté si vous êtes déplacé et que vous êtes allé en vacances. Comment mettre en place un outil 360? Combien de temps ça prend? Combien ça coûte? Par rapport à ça, c'est assez simple quand on va créer un projet avec l'un de nos prospects. Donc on va être dans la phase de réflexion qui ne nécessite aucun engagement de la part du prospect à ce moment-là. Comment on le met en place? En un, on va définir sa problématique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis une usine, je veux former mes collaborateurs. Je suis une usine, je vais vouloir vendre plus de quantité de matériaux. Je suis une usine, je veux montrer par rapport à ma communication que je suis green dans ma façon de traiter les déchets. Donc ces éléments-là peuvent être des points de problématique. Donc on va partir de cette problématique. Ensuite, on va essayer de comprendre quel budget peut être imparti dans le cadre de cette solution par rapport à notre prospect qui va nous dire, admettons, je peux mettre un investissement de 3 000 euros, 5 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros. Par rapport à ça, nous, on a pléthore de solutions possibles et notre objectif, c'est de mettre la solution qui correspond le mieux. Et le dernier point, la deadline. Très souvent, on a des échéances. J'ai un salon physique, je dois emmener un outil pour pouvoir montrer et mettre en avant mon usine. J'ai une présentation avec un gros fournisseur ou un gros client. J'ai une échéance parce que je passe à la télévision et j'ai envie d'avoir un outil qui va être un petit peu différent. Par rapport à ça, on fait une corrélation de ces trois éléments et on va créer la solution qui répond à 100% à la demande. Sachez une chose, dans ces prestations-là, visite virtuelle, réalité virtuelle, etc., tout est créé de A à Z. C'est-à-dire qu'on part d'une feuille blanche, on a grosso modo 3 compétences. Une compétence marketing qui va être la compréhension du besoin et la retranscription sur une solution. Numéro 2, c'est la partie captation d'images ou création 3D. Et numéro 3, c'est le montage de ces éléments pour avoir un fichier final livré à notre client qui soit en capacité de répondre à son objectif. Ce qu'il faut quand vous mettez en place une opération, c'est d'avoir toujours une définition de la cible que vous visez. Et nous, c'est les premières questions qu'on pose à nos clients, à nos prospects, c'est qui vous souhaitez toucher. Je suis un industriel, je produis pour du public, donc je vais toucher les salons des maires par exemple. Salon des maires, ok, comment réagit cette cible? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à avoir comme support? Comment ils consomment, etc. Et ces éléments-là vont nous aider à créer la meilleure solution. Toujours définir la cible en amont. Pour ceux qui parlent un peu marketing, on appelle ça le persona et ça nous permet vraiment de descendre sur la totalité des cibles possibles qu'on va avoir. Toujours créer une opération qui soit mesurée et mesurable. Mesurable puisqu'on veut savoir que l'opération qu'on a fait est une opération à ROI, retour sur investissement, et ça, c'est clé aussi. On ne peut plus dépenser de budget sans savoir ce que ça va donner.
et une solution qui soit évolutive dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il est aujourd'hui impensable de pouvoir mettre en place une solution qui dans 6 mois sera obsolète. Pour ça, je reviens sur l'aspect, les fameux points de contenu que vous allez pouvoir intégrer dans vos visites 360 sont clés, puisque ce sont les éléments principaux qui vont devoir évoluer dans le temps. Ces éléments-là, ils évoluent avec une technologie qui nous est propre, une technologie qu'on a développée nous-mêmes. Si je ne dis pas de bêtises, on doit être les seuls à l'avoir aujourd'hui, puisqu'on l'a développée nous. C'est une technologie qui permet à nos clients, eux-mêmes, de modifier tous ces points de contenu en temps réel. Je m'explique, ça va être très simple. Vous êtes hôtelier, on vous fait visiter une visite virtuelle d'une chambre ou d'un restaurant. Et dans le restaurant, vous avez une carte. La carte du restaurant, il y a des arrivages, la carte change régulièrement, il y a des produits frais, etc. Cette carte-là, ce n'est pas mon client qui va me demander de la changer pour lui, puisqu'il aura la capacité lui-même de la faire évoluer avec le temps. Et ça, c'est très important. Imaginons demain, dans le cadre du retail, vous êtes une boutique, vous avez des promotions, vous avez la capacité vous-même de modifier les éléments qui sont en promotion. Pareil, dans l'industrie, j'ai un discours qui peut changer au niveau de mes quantités de production, au niveau de la taille de mon usine, au niveau du modèle de déploiement, peu importe les informations qu'on va mettre en avant, mais je dois toujours avoir la capacité de faire évoluer ces informations pour qu'il y ait non-obsolescence de mon produit final. Donc, si on récapitule, je définis ma cible, je mets en place une opération mesurée et mesurable, et toujours, j'ai une solution qui, dans le temps, pourra être évolutive. Très important. Quelles sont les étapes de la mise en place d'une solution 360? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je vais le répéter. Le sujet, je définis mon objectif. Le budget, je définis le budget que je vais pouvoir impartir à ça, puisqu'encore une fois, des solutions, on peut en faire à 1000 euros comme on peut en faire à 10 000, à 100 000 ou à 1 million d'euros. Tout va dépendre de l'objectif qu'on se fixe. Et derrière, je m'impose un délai pour réaliser le projet. En toute transparence, on réalise aujourd'hui que la partie la plus difficile de notre métier, c'est d'arriver à avoir chez notre prospect, notre client, la capacité, une fois le lancement du projet, de récupérer certaines informations pour qu'on lance les choses rapidement. Et pour ça, nous, on va vraiment accompagner à chaque fois notre prospect dans toutes les étapes pour qu'il ait cette facilité de mise en place et que rapidement on puisse lancer sa solution 360 qui va lui permettre d'arriver à un ROI rapide, retour sur investissement. Quelles sont les différentes réponses, valeurs ajoutées qu'apportent ces solutions 360? Il y en a plein, on va en lister quelques-unes. Quand on met en place de la visite virtuelle, ce qui est important, c'est qu'on ait une solution qui soit, on le disait tout à l'heure, évolutive, mais évolutive veut dire aussi automatisable et scalable. Scalable, c'est quoi? Ça veut dire qu'on peut la déployer à grande échelle. Déployer à grande échelle comment? J'imagine encore une fois, vous êtes un industriel, vous avez une dizaine d'usines en France. Je prends un exemple avec notre client Schneider Electric. On va faire une première usine, on va le déployer, on va mesurer les objectifs, on disait tout à l'heure, mesurer, mesurable, on va mesurer si ça répond à la demande, qui a retour sur investissement, alors derrière, on va pouvoir le déployer sur les autres points de vente, sur les autres usines, sur les autres hôtels, etc. Et ça, c'est important d'avoir cette vision-là à la base et d'être accompagné et conseillé pour se dire que l'opération qu'on va mettre en place a une capacité évolutive dans le temps et de grossir au niveau des différentes entités. L'objectif aussi, et la valeur ajoutée, c'est qu'on est sur un support qui permet de retenir plus d'informations. Alors on parlait tout à l'heure sur la formation de « je retiens mieux mes informations », mais ça marche aussi dans le commercial. C'est-à-dire que quand vous voulez passer un message en tant que marque, que vous voulez qu'on retienne une information spécifique qui est due à votre marque, à votre savoir-faire, à votre plus produit, etc., ce genre de support permet de mieux retenir cette information. Imaginez encore, il y a des concurrents, il y a vous, et ce qui fait la différence, c'est les informations que l'utilisateur, que l'internaute va retenir de votre marque. Ce qui fait qu'à un moment, quand il va avoir un besoin de décision d'achat, il va se dire « je pense à cette marque, ok, je me souviens qu'elle faisait ça ». Et cet élément de différenciation, il est très important. Il faut que cet outil soit formateur, quand on parle de formation bien entendu, on ne va pas s'étendre là-dessus, qui permette une immersion, puisque forcément, le fait d'être immergé dans un support, on parlait tout à l'heure des contenus pull et des contenus push, c'est ce qui va faire que je vais mieux retenir les informations et que, à la finalité, je vais soit être mieux formé, soit je vais acheter le produit. Et derrière, que j'ai une capacité de faire ce qu'on appelle, si alors on parle avec tous les acronymes anglais, KPI, ROI, etc., ça veut dire quoi? Que je puisse me donner des objectifs qui soient mesurables et qu'on puisse mesurer et après derrière qu'on sache si oui ou non il y a ROI. Donc on parlait tout à l'heure, mesurer, mesurable, ce sont les points clés de toute façon. Encore une fois, je vous le rappelle, la présentation sera disponible pour ceux qui le souhaitent avec toutes mes notes. Donc comme ça, vous saurez exactement comment on va dissocier la mise en place d'une opération qui fonctionne.
Comment relancer la communication sachant que je dois gérer ma trésorerie? C'est vrai que c'est une question qui est énormément revenue récemment, puisque au vu de la conjoncture actuelle, on se dit les budgets marketing fondent, j'ai moins de budget, en tant que directeur marketing, on m'a coupé la moitié de mon budget, on m'a dit tu arrêtes les nouveaux investissements, etc. Comment j'ai cette capacité soit à convaincre ma direction que c'est un investissement qui est nécessaire, soit que c'est un investissement qui ne me coûtera pas d'argent? Et j'utilise pas le mot investissement pour rien. C'est-à-dire que ces opérations-là ne doivent jamais être un coût. Si c'est un coût, c'est que l'opération ne fonctionne pas ou que vous ne devriez pas la faire. Si vous la percevez comme un coût, tout de suite, annulez l'opération ou alors essayez de comprendre et de mieux définir le sujet pour que ça devienne un investissement. Pour ça, il y a différentes choses. Il y a toujours, quand on est directeur marketing, une gestion des priorités du budget. Donc je vais avoir différentes étapes. Quelle est la priorité ? Concernant la crise sanitaire, quelle est la priorité? Je dois faire venir moins de personnes dans mon usine, je dois pouvoir continuer de démarcher, je dois pouvoir continuer de faire du chiffre d'affaires, et pour ça, qu'est-ce que j'ai comme outil aujourd'hui? Et là, on va rescinder ces priorités. Si ça passe en priorité 1, tant mieux, sinon, c'est qu'on a des priorités avant ça, et ces priorités doivent être arbitrées par rapport au retour sur investissement qu'elles permettent d'apporter. Donc pour ça, on va monitorer, est-ce que cette opération-là va me permettre de gagner plus d'argent plus rapidement qu'une autre opération? Autre point, et le point pour moi le plus important, nous avons aujourd'hui la chance d'être agrégés pour pouvoir financer ces solutions sous forme de leasing. Je m'explique, si on vend une solution de ce type-là à 2 000 €, elle va par exemple coûter 49 € par mois à notre client, ce qui va lui permettre de pouvoir préserver sa trésorerie, ce qui est aujourd'hui le nerf de la guerre. Je ne veux pas toucher à ma trésorerie, donc je peux mensualiser les coûts de mon opération marketing. Ce qui a du sens puisque dans les deux aspects, 1, je ne vais pas toucher à ma trésorerie, 2, je vais potentiellement pouvoir lancer une opération de plus grande envergure puisque ma trésorerie ne sera pas impactée. Et en général, ce qui va limiter les opérations qu'on lance, c'est notre trésorerie, notre disponibilité de cash à un instant T. Là, aujourd'hui, en mensualisant le coût, ça me permet foncièrement de réduire la notion de risque et le fait que ce ne soit plus une priorité. Pareil, l'avantage quand on mensualise, c'est beaucoup plus facile de calculer un retour sur investissement puisqu'on va faire un breakdown mois par mois en disant si ça me coûte 200 € par mois, 50 € par mois, combien de prestations je dois vendre grâce à l'outil pour arriver à un retour sur investissement. Pareil, dans la formation, combien de collaborateurs je dois former pour qu'il y ait un retour sur investissement sur l'outil. Et on verra en général que ça va très vite. En un chiffre, grosso modo, la moyenne de la rentabilité de ces solutions sur le retour sur investissement, il est fait sous 4 à 6 semaines, ce qui montre que ça va très vite. Pour la simple et bonne raison, et vous l'avez probablement vu au vu de la conjoncture, en Chine, tous les musées ont reçu une obligation de créer des visites virtuelles pour pouvoir avoir une prestation annexe, c'est-à-dire qu'on veut faire venir toujours les gens en physique, certes, mais on veut leur montrer avant certains musées en visite 360, soit en montrant tout ou partie, si on se dit c'est une sorte de freemium, on leur montre les 5 premières pièces du musée, ça leur donne envie, ils prennent rendez-vous, ils viennent dans le musée, ils prennent leur billet. Soit je montre tout avec une prestation digitale où je vais digitaliser mon musée et à distance, je vais pouvoir vendre un abonnement, un pass pour, admettons, 10 € alors que l'entrée physique elle est à 20 € et à 10 € ils peuvent faire la visite depuis chez eux du musée en totalité. Ça, ce sont des éléments de réponse, de choses qu'on peut mettre en place et qui fonctionnent bien. Et assez rapidement, si c'est 10 € le pass et que la digitalisation du musée a coûté, admettons, 200 € par mois, sur 20 utilisateurs, on arrive sur du plateau et après, on travaille sur la marge. Donc, c'est assez rapide à obtenir et c'est vraiment l'avantage de ces solutions à forte valeur ajoutée. Plus ces tendances, on en voit de plus en plus. En ce moment, les records de mots-clés recherchés autour de la visite virtuelle sont en train de tomber et ça nous montre que vraiment la population est en demande de ce genre d'outils et de solutions. Par rapport à tout ça, donc, comme je le marquais, il faut axer la communication autour des sujets qui peuvent amener un ROI et le leasing, bien entendu, qui est la deuxième réponse. Les solutions peuvent-elles être confidentielles? On parle du cas de l'industrie 4.0, notamment d'une grande majeure partie de nos clients, pour en citer un, sans parler de la solution qui est Safran, les moteurs d'avion, où on veut des solutions confidentielles puisqu'elles sont liées uniquement à l'interne. Elles peuvent être liées au marketing interne, par rapport à la fédération des salariés, par rapport à une information qu'on veut faire passer sur le recyclage ou l'image de marque en interne, ou alors à l'externe, etc. On peut la rendre confidentielle à plusieurs aspects. Soit on a un lien qui est uniquement connu par les salariés en interne, soit on peut mettre des logins, des mots de passe, etc. Il faut savoir une chose, les visites 360 et la VR respectent à 100% les mesures de RGPD actuelles
et elles ont cette capacité, si on le souhaite, d'être privatisées, d'être privatives par rapport à certains points. Encore une fois, on va mettre un mot de passe à l'entrée, ce qui fait que seuls les gens qui ont le mot de passe peuvent rentrer, ou alors un lien particulier qui fait que seuls les gens qui ont le lien peuvent visiter cette visite virtuelle qui sera du coup non référencée. Ça, ce sont des éléments qu'on a mis en place. Je pense notamment à Butagaz aussi, qui est l'un de nos clients, et ça nous a permis vraiment d'avoir un outil qui soit protégé, confidentiel, et qui soit uniquement un outil interne. N'oubliez jamais dans votre communication que l'interne est aussi très important, surtout dans cette période où vous avez besoin de fédérer vos collaborateurs, vous avez besoin de garder les talents, vous avez besoin de leur faire comprendre que la marque vit toujours et de leur amener des solutions. Quid de la data? Alors effectivement, c'est ce que je disais, par rapport à la data, on a toujours cette capacité d'ajouter un analytics derrière et on le fait à chaque fois pour la simple et bonne raison que c'est comme ça qu'on va mesurer un retour sur investissement, en ajoutant un Google Analytics. Et pour citer un petit peu pourquoi on le fait, tous nos clients aujourd'hui ont la capacité de comprendre l'analytics. Si on leur met à disposition, c'est facile pour eux de comprendre un taux de rebond, de comprendre un nombre d'usagers, etc. Mais, et il y a bien un mais, les lectures de data dans du média immersif ne sont pas du tout les mêmes que sur un média standard. Pour vous donner un exemple, sur un site internet, le taux de rebond, c'est-à-dire le nombre de gens qui viennent sur mon site, qui cliquent nulle part et qui s'en vont, ou qui restent moins de 30 secondes sur une page et qui s'en vont tout de suite, sont grosso modo de 60-65%. Ça, c'est la moyenne en France. Ce qui veut dire quand même que quasiment 7 utilisateurs sur 10 qui viennent sur votre site s'en vont sans même cliquer nulle part. Alors, c'est assez frustrant, on ne comprend pas pourquoi. Ça, il y a différentes explications, mais on pourra le traiter dans une autre thématique, à moins que vous ayez une question sur le sujet et j'y répondrai. Donc, on en a 7 sur 10. Or, aujourd'hui, dans du 360, du fait que ce soit un contenu pull, c'est-à-dire que c'est moi qui récupère l'information et c'est pas ce qu'on me push, et que ce soit un contenu différent, un contenu où on va passer plus de temps, on disait tout à l'heure, temps moyen de consultation 3 minutes 20, on va avoir un taux de rebond qui est beaucoup moins élevé. Le taux de rebond moyen sur du 360, c'est 7%. 7%, ce qui est un excellent chiffre. Maintenant, si on donne les datas à nos clients directement en leur disant il y a 25% de taux de rebond, on va nous dire c'est excellent comparativement à notre site. Or, ce ne serait pas un bon chiffre. C'est pourquoi, dans ce genre de solution, on vient accompagner nos clients de end-to-end jusqu'à la fin en leur disant cette stat elle est bonne, pourquoi, comment vous pouvez l'améliorer, cette stat elle n'est pas bonne, pourquoi, comment vous pouvez l'améliorer, etc. C'est un vrai suivi. Quand on lance une opération de ce type, il faut absolument qu'on suive les choses et qu'on puisse vous préconiser des mesures d'amélioration. Je le répète, puisque cité tel quel, on pourrait se dire que ce sont des solutions compliquées qui coûtent cher, etc. Des solutions peuvent commencer à bas prix. On a des solutions qui peuvent commencer à 1 000 € et des solutions qui peuvent aller beaucoup plus cher en fonction de l'objectif qu'on a. Mais encore une fois, on ne peut pas parler de solutions chères si on parle de retour sur investissement et qu'on parle de mettre en place une solution d'investissement. Donc la data, elle est bien traquée, elle est bien expliquée, il y a une prestation de conseil qui va avec et elle respecte les RGPD de nos clients, bien entendu. Et on peut aller même plus loin, c'est vrai que ça me fait penser à ça, en mettant en place des serious games, type des jeux pour Pâques, etc., qu'on met en place régulièrement. On en a fait un notamment à Noël avec The Set Collection, qui est le Lutetia à Paris notamment, 3 hôtels, qui nous permettait de récolter de la data, c'était l'objectif de l'opération, dans des médias immersifs en devant trouver des objets particuliers qui étaient cachés dans des 360. Et ça, ce sont des opérations ponctuelles qui marchent très très fort sur de la récupération de data et sur de la conversion d'achat à la fin. Il est préférable de mettre en place ces solutions pendant ou après la crise. Pareil, question qui revient régulièrement. On est en pleine crise, on est confiné. Est-ce que cette solution, je dois la mettre en place maintenant? Je dois la mettre après? Est-ce que je peux faire les deux? Comment ça fonctionne? Il y a deux écoles. Ça va dépendre du secteur d'activité dans lequel vous êtes, ça va dépendre de la stratégie que vous avez mise en place, ça va dépendre de votre politique marketing durant la crise. Pendant, ça peut avoir du sens si vous continuez d'être une marque qui existe, d'être une marque qui veut vendre, qui peut vendre, ou simplement d'être une marque qui va continuer de communiquer puisqu'on a un certain nombre de collaborateurs et qu'on veut rassurer sur l'image de la marque, sur sa continuité d'exercice pendant la crise qui a fait quand même déjà beaucoup de dégâts. Donc ça peut être important pendant la crise. On peut tout à fait mettre en place une solution de ce type pendant la crise puisque ce ne sont pas forcément des solutions qui vont être longues à mettre en place. Des solutions, on parlait tout à l'heure des budgets qui vont de 1 000 € à 10 000 € à 100 000 € ou à 1 million d'euros en fonction de ce qu'on va mettre en place. Des solutions light, on peut les mettre en place très rapidement. 15 jours, on a une solution qui est intégrée sur le site internet, sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, pendant, ça peut être une réponse.
Et ça permet justement de préparer les choses pour l'après-crise. Souvent, après la crise, vous êtes dans l'opérationnel, vous n'avez plus le temps de réfléchir à ces stratégies, à ces solutions, mais il faut bien les avoir mises en place avant. Donc ça nous permet de prendre le temps d'échanger et de créer cette solution en amont. Après la crise, ça marche aussi puisqu'il va falloir se relancer, on le sait tous. L'après-confinement, l'économie ne va pas redémarrer du jour au lendemain comme elle s'était arrêtée juste avant ces étapes de confinement et cette crise. Donc on va devoir travailler sur une approche un peu plus long terme. Encore une fois, au plus tôt on s'y prend, au mieux ce sera et au plus on gagnera de temps sur l'avenir. Maintenant, l'après-crise marche aussi, bien entendu. Par rapport à tout ce webinaire, si on fait un récapitulatif, il faut continuer de communiquer malgré la crise puisque c'est très important. Sinon, vous perdez du temps et vous allez revenir sur un après-crise où tout le travail que vous avez fait en amont, vous l'aurez perdu. Et ça, ce serait dramatique puisque après la crise, plus que jamais, la concurrence va jouer des coudes et va devoir être très inventive dans sa façon de communiquer pour passer devant vous. Et vous allez devoir inventif pour passer devant la concurrence aussi. Donc c'est important de continuer de communiquer. Si vous stoppez tout à l'instant T, la plupart des gens, de vos utilisateurs, de vos clients vont croire que vous n'existez plus. Vous allez perdre en visibilité et ce travail, il n'est pas dit qu'après la crise, vous arriviez à le récupérer rapidement. Sachez toujours que c'est long et que l'image d'une marque, elle s'ancre dans la tête de l'utilisateur à partir du moment où on on communique de manière régulière. Ça, c'est le premier point. Quand vous mettez en place une opération, toujours bien définir la cible, savoir à qui on s'adresse, etc. Utiliser des médias immersifs nouveaux, visites virtuelles, réalité virtuelle, etc. Ce qui évitera la pandémie qu'on a actuellement, moins de relations physiques non nécessaires, capacité d'emmener un lieu à des collaborateurs, à des prospects, à des clients, etc. Et surtout, quand on met en place ce genre de médias, rajouter du contenu puisque c'est ce qui fait l'expérience client et l'expérience client, c'est ce qui fait la décision d'achat finale. Très, très important. Dans ces contenus, taux de rétention d'informations, 75 à 100%, puisqu'on est sur un contenu pool. C'est moi qui vais vivre l'expérience, c'est moi qui vais choisir sur quoi je vais cliquer. Et on a une gestion du coût de ces opérations qui peut être une opération à faible coût comme une opération à coût plus élevé, mais qui devient forcément un investissement puisque tout sera mesuré et mesurable dans l'objectif d'atteindre le retour sur investissement et le plus rapidement possible. Et dernier point, ces solutions sont aussi, on peut les mettre en place via un leasing, ce qui permettrait pour certaines structures qui souhaitent conserver leur trésorerie ou des structures plus petites qui n'ont pas forcément la capacité de sortir l'argent rapidement, de lisser le coût et de calculer un ROI de manière beaucoup plus facile. Et derrière, toujours une prestation de suivi très importante pour pouvoir arbitrer. Est-ce qu'on le remet sur les réseaux sociaux? Comment on va l'intégrer pour que ce soit mieux fait? Comment je peux améliorer mes statistiques? Dernier point, ces solutions-là sont intégrables dans les casques en réalité virtuelle, sur vos réseaux sociaux, sur vos sites internet, sur des blogs sur lesquels vous êtes cité, en newsletter et même en signature mail. On a cette chance d'avoir un super outil qui est multi-support et plus il sera utilisé, plus votre retour sur investissement sera important et sera rapide. Si vous avez les moindres questions, sachez que nous répondrons dans le chat. La présentation, encore une fois, est disponible. Il y a plein de notes dessus. On peut même vous intégrer des exemples et des liens si vous êtes une industrie, si vous êtes un hôtel, peu importe. Bon, aujourd'hui, la thématique était l'industrie, mais on a quand même une cible assez éclectique, ce qui nous permet à chaque fois de dériver un petit peu sur d'autres usages. Nous vous enverrons des liens, nous vous enverrons la présentation et sinon, vous nous retrouvez jeudi prochain pour une autre thématique autour de la réalité virtuelle, encore une fois. Je ne vais pas révéler le thème, il est disponible sur notre page d'inscription des webinaires. N'hésitez pas à venir régulièrement, posez vos questions, on y répondra. On rajoute les questions dans les slides pour la prochaine présentation. Et merci encore d'avoir été présent avec nous aujourd'hui.